Quand Jordan Peele sort Get Out en 2017, il se passe deux choses. 1. Les studios captent qu'il y a de l'argent à se faire avec les films flippants sur le racisme. Beaucoup d'argent. 2. Tout le monde se rappelle que l'horreur, c'est un moyen très efficace pour parler du racisme. 3 ans après Get Out, un documentaire retrace l'histoire de ce lien en montrant comment les Noirs ont changé, ou ont hanté, l'histoire des films d'horreur, des débuts du cinéma jusqu'à aujourd'hui. Et dans ce docu, il y a un passage sur lequel j'ai complètement bloqué. Candyman. 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 Candyman, un film de 1992 du Britannique Bernard Rose. It was a very terrifying film. A film that I love, but a film that, you know, is kind of problematic. There's this black boogeyman, and he's in pursuit of this blonde white woman. He becomes obsessed, recirculating the same tropes. I don't think that character would go after poor black people. Right. This is where you can tell that Candyman came from the mind of a white person. Tous les intervenants en parlent comme d'un chef-d'œuvre incontournable, tout en étant très gênés par le film. Et ça va plus loin encore. En 2021, Jordan Peele produit un remake de Candyman, et sur le papier, tout semble parfait avec ce nouveau film. Le personnage principal n'est plus problématique, le casting est inclusif et le discours antiraciste est hyper assumé. Mais à ce stade, j'ai qu'une seule question. C'est quoi ce film que tout le monde considère comme un pilier de l'horreur noire, mais qu'il a fallu corriger, moderniser avec une version de 2021 ? Alors j'ai regardé les deux films. Et effectivement, l'un des deux était problématique et creux. Et l'autre était radical, subversif et terrifiant. Mais pas dans l'ordre que vous croyez. Candyman se passe à Cabrini Green, une cité HLM réelle de Chicago qui a fini par être rasée dans les années 2000. Le quartier était bouffé par la pauvreté et la violence, alors à la place, on a détruit progressivement les anciens immeubles pour chasser les pauvres et construire des logements plus chers. Cabrini Green, c'est donc un quartier gentrifié. Au début du film, plusieurs personnes ont été tuées dans la cité et le tueur court toujours. Pour les habitants, ça ne fait aucun doute, le coupable, c'est Candyman, un spectre tueur qui massacre ses victimes avec son crochet. C'est alors qu'Hélène, jeune doctorante, décide d'écrire une thèse sur le mystérieux fantôme. Alors Candyman va apparaître. Sauf qu'il va développer une obsession envers Hélène. Et c'est exactement ça, la raison de la gêne des spécialistes afro-américains dans Horreur Noire. Candyman, c'est un film sur un homme noir obsédé par une femme blanche qui tue tous ceux qui se mettent sur sa route vers elle. Allow me at least a kiss. Just one. Come with me and be immortal. Pourquoi est-ce que c'est vraiment dérangeant ? Parce qu'on est en plein dans le vieux stéréotype du buck, c'est-à-dire un homme noir, hyper sexualisé, hyper violent et obsédé par les femmes blanches. Pas les femmes, les femmes blanches. L'hypersexualité associée aux hommes noirs, les colons et les esclavagistes l'ont utilisée comme prétexte pour exploiter, massacrer et arracher de leur famille les hommes noirs. C'est un motif tellement fondateur dans la construction du racisme qu'on le retrouve dès le tout début du cinéma, dans le premier blockbuster américain, Naissance d'une nation, avec ce personnage de Buck, joué par un acteur blanc grimé en noir. Sauf que, si on s'en tient juste à ce personnage problématique, on s'arrête à l'arbre qui cache la dinguerie. Dans le film, Candyman ne débarque pas de son plein gré. Il arrive seulement parce qu'on l'a appelé. Parce qu'Hélène l'a appelé. Candyman. Et c'est dur à croire pour le moment, mais vous allez voir qu'Hélène, c'est le personnage le plus dangereux du récit, bien plus que Candyman. Pourquoi est-ce qu'elle enquête sur ce sujet ? Parce que les Noirs souffrent et que quelqu'un profite de leur naïveté pour tuer impunément. Autrement dit, c'est une mission pour l'université, qui est le lieu par excellence de la lutte contre l'obscurantisme. An entire community starts attributing the daily horrors of their lives to a mythical figure. Bon, ça, c'est la version officielle. Au-delà de la mission humanitaire, Hélène, elle a surtout des intérêts. Ça lui donnerait de la crédibilité universitaire, ça lui permettrait de remplacer les mascus de la fac qui font trop l'ancien avec elle. I mean, you do know the story, don't you? No. Et même de gagner en célébrité. Vu qu'elle se rend dans un quartier violent et qu'en plus elle va se faire agresser, t'as le Bolloré local qui veut faire un article sur elle. I've been talking to some publishers, and there's a lot of interest since you made the local section. We're going to be published. Et encore, tout ça c'est seulement les intérêts dont elle a conscience. Pour comprendre tous les autres et à quel point c'est grave, il faut voir ce que dit la mise en scène. Pendant tout le début du film, elle s'enfonce dans des endroits étroits, dangereux, macabres et surtout, de plus en plus pas chez elle. Helen, What's the problem? a woman died in there. Leave it. En fouillant comme ça,
Hélène prolonge la gentrification. Elle l'incarne. Pour la suivre, la caméra la filme toujours de la même façon, en travelling avant, qui désigne ce mouvement vers l'avant de la caméra. Et c'est pas la même chose qu'un plan fixe, par exemple, qui exprimerait plutôt l'idée que le cadre est limité et que tu peux pas aller au-delà. Le travelling avant, c'est un moyen de filmer un personnage qui repousse toujours la limite du cadre, qui force le hors-champ à se dévoiler, à devenir visible. Sous-entendu, c'est un personnage qui n'a aucune notion de limite ou de frontière. Ce principe de toujours avancer, de toujours révéler plus que ce qui est montré, ça s'incarne pas juste dans le travelling avant, mais aussi dans les outils qu'utilise Hélène. Déjà, sa carte étudiante, ça devient un passe-partout magique qui lui permet d'aller chez tout le monde. We're from the university. You don't belong going through people's apartments and things. We're doing a thesis, and we were wondering if we could just talk to you for a few minutes. C'est pour ça qu'elle brandit sa carte étudiante, comme d'autres brandiraient un insigne de keuf. I'm not a cop. I'm from the University of Illinois. Elle engueule même sa copine un jour où elle amène une arme pour les protéger à Cabrini Green. What's with the arsenal, Bernadette? We're only going 8 blocks. Pourquoi est-ce qu'elle tient à ne pas avoir d'armes ? Parce que ses armes à elle, c'est la parole, les images, tout ce qui permet de capturer ce qui est tu, de montrer ce qui est caché et de révéler l'invisible. Elle cherche à faire parler les gens, à les faire s'exprimer au lieu de se terrer dans la peur et le silence. Did anybody else talk about it? Elle enregistre des témoignages audio de choses atroces. And then kill the baby too. Elle pose les légendes qu'on raconte à l'oral, à l'écrit, et elle fait des photos. Beaucoup de photos. Avant de continuer la vidéo, je fais une petite parenthèse. Si cette vidéo vous plaît et que le cinéma décolonial, c'est un sujet qui vous parle et que vous voulez approfondir avec moi, sachez que j'ai encore plein d'essais vidéo en cours d'écriture et dans la tête. Et pour les produire, votre aide va être précieuse. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez encourager ce travail, vous trouverez un lien pour soutenir Virage dans la description. L'enquête avait l'air de bien avancer, mais tout se gâte au moment précis où Hélène s'apprête à publier ses photos. Preuve rationnelle ultime que Candyman n'existe pas. Or, le pouvoir de Candyman, c'est précisément que plus il est invisible, plus il échappe aux mots et aux images, plus il est puissant. Et là, il se passe ça. Who is that? You are not content with the stories, so I was obliged to come. Dans la scène suivante, elle se réveille à Cabrini Green dans une mare de sang de chien. Elle n'a aucune idée de ce qui vient de se passer et découvre avec effroi que le bébé d'Anne-Marie, une habitante du quartier, a disparu. C'est le début de sa descente aux enfers. À partir de là, tout et tout le monde va l'accuser d'être coupable de l'enlèvement. Tout dans la mise en scène est désormais l'inverse du travelling avant, c'est-à-dire d'une meuf qui va où elle veut. Désormais, Hélène est pratiquement tout le temps filmée en gros plan fixe, soit dans des brancards, soit avec des menottes, soit dans des chaises ligotées, soit dans des lits ligotés, soit la tête recouverte, soit à l'arrière de voitures de police menottées. Si on s'en tient à une lecture un peu premier degré du film, on pourrait se dire que c'est juste Candyman qui a jeté un sort à Hélène pour que tout l'accuse et que lui s'en sorte. Mais je crois que le film dit quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus politique que ça. Au fond, ce que vit Hélène, c'est des choses qui n'ont pas attendu Candyman pour exister. Les maltraitances médicales et psychiatriques, les violences policières, les fake news, les injustices pénales. Désormais, tous les outils de la rationalité, ce qui est vu, ce qui est filmé, l'accuse. Dans ce plan par exemple, Hélène est innocente. Mais peu importe, c'est pas la version de la police. Derrière un grillage, on la tient, on braque les projecteurs sur elle, l'analogie avec la prison, elle est assez évidente. La police lui dit qu'elle est folle. I don't know. You're sick. Même chose ici, elle a beau clamer son innocence, elle est couverte de sang. Genre tu peux pas faire plus littéral comme criminelle recouverte du sang de ses victimes. À l'hôpital, on lui prouve en vidéo qu'elle a tort. Argument ultime pour elle qui milite pour la raison et la vérité. Ce dont elle se rend compte, c'est que les outils censés rendre visible la vérité servent surtout à créer des ennemis, des dangers, des fous, des criminels. Les vidéos, les photos, les rapports de police, de médecine, tout ça, ça sert juste à entretenir les intérêts de certains aux dépens des autres. L'ironie, c'est que jusqu'ici, Hélène jouissait de ses privilèges, même si elle n'en avait pas conscience. Pour elle, c'était juste l'ordre naturel des choses. Plus tôt, je vous ai dit qu'elle se baladait sans armes. En réalité, Hélène n'a pas besoin de pistolet parce qu'elle sait qu'elle a avec elle l'arme la plus puissante qui soit, la police. Regardez, c'est un truc de fou. À chaque fois qu'elle voit un noir, elle lui parle de la police. I'm not a cop. I'm not a cop. It's okay, they think we're cops. They're not gonna follow us. Hélène se présente comme une femme blanche qui sait que la police est parfois raciste et que les noirs peuvent en avoir peur. Mais ce qu'elle sait aussi et qu'elle dit moins, c'est qu'il suffit qu'un noir touche à un seul de ses cheveux pour que tous les noirs le payent cher. Ici, Hélène s'est fait agresser par un homme noir. Et regardez ce que nous dit la mise en scène. On a un jump cut
une ellipse, et il n'y a pas de perte de temps, on est directement au commissariat où des hommes noirs se font interroger. How'd you catch him? We swept the place. We start from the top floor and work our way down. That way you can flush them all out. Alors, la police la protège, encore heureux, c'est normal, mais ce que la séquence exprime, c'est une disproportion de violence dans la punition. Only reason why we didn't bring him in before because we couldn't find anyone to testify. We can't protect him down at Cabrini Green, and they knew that. What about the little boy, Jake? We don't need him. We have you. Les flics voulaient faire une descente. Hélène leur a juste donné l'occasion de coffrer tout le monde. Et tout ça, c'est dit de la bouche d'un policier noir, qui t'explique avec le sourire qu'on s'en fout d'un enfant. Le film montre avec une subtilité hyper dérangeante que ce système n'est pas une affaire d'individus ou de couleur de peau, mais d'institutions dominatrices. Une personne noire peut être au service de l'institution raciste, tout comme une personne blanche peut devenir ennemie du système. Alors, on pourrait se dire qu'Hélène, c'est un personnage qui a juste trop abusé du système et qui a fini par s'en brûler les ailes. Sauf qu'au moment du film où elle est le plus bas, où tout l'accuse, Hélène court se réfugier chez elle, auprès de son mari. Et là, il se passe ça. Get out of my home. What's the matter, sweetie pie? Did you make another little boo-boo? What are you doing here? Il y aurait eu 1000 façons de raconter qu'elle découvre que son mari la trompe. Or, elle les trouve en train de repeindre les murs de son appart. Hélène se fait elle-même recouvrir par son mari, qui la pense soit en prison, soit à l'hôpital, bref, qui pense qu'elle est finito jusqu'à la fin de ses jours. Sous-entendu, ce mouvement de concurrence permanente, de gagner toujours plus de terrain et d'écraser les autres, c'est pas juste le comportement d'Hélène. C'est le mouvement global du capitalisme. Un mouvement qui est tellement fort, qui contamine aussi bien la sphère publique que privée, voire intime. En fait, c'est pas tant à cause de Candyman qu'Hélène est abandonnée de tous. C'est parce que la société est tellement dominée par des intérêts personnels que tout le monde bouffe tout le monde. Les vieux universitaires écrasent les femmes plus jeunes. Well, if you're after the Hookman, Helen, you really must read the paper I wrote about him 10 years ago. On se dit marié, mais on profite des privilèges du statut de prof pour pécho des jeunes étudiantes pendant que sa femme est en détresse. C'est précisément pour ça que dans le film, il y a beaucoup de plans très larges qui filment Chicago. Ces mouvements de caméra, qu'est-ce qu'ils disent ? Que la gentrification, c'est l'incarnation dans l'espace de tout ce racisme institutionnel et de toute cette prédation capitaliste. C'est beaucoup plus grand qu'Hélène, et c'est aussi beaucoup plus grand et plus méchant que Candyman. Candyman, dans tout ça, c'est pas une cause, c'est juste le révélateur de violences structurelles que le système nie. Candyman, c'est un film vraiment fascinant parce que derrière l'aspect à première vue problématique, il fait ressentir de manière hyper subtile, hyper dérangeante que la gentrification, c'est des strates et des strates de violence. Tout ça, c'est cool, c'est intéressant, mais si c'était que ça, ce serait quand même un peu déprimant. En mode, il y a que du capitalisme partout, c'est la merde. Mais Candyman ne fait pas que ça. Parce qu'il y a une alternative et elle est sous nos yeux. C'est juste qu'au lieu de se concentrer sur ce qui est évident, très visible, il faut essayer de regarder plutôt ce qui est justement discret, fuyant, les personnes noires dans le film. On a beau fouiller chez eux, parler d'eux, essayer de les comprendre. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point les Noirs sont ailleurs dans ce film ? Tellement que cette absence, c'est un élément structurant de la mise en scène. Au tout début du film, Hélène, encore insouciante, se marre devant son ordi en pensant à Candyman. Puis on a un surcadrage, comme s'il y avait un deuxième cadre caché dans le plan. On a Hélène d'un côté, l'ordinateur de l'autre, et au centre, une femme de ménage qui entre et passe de flou à net, sans qu'Hélène ne la voie. Même chose quelques instants plus tard, quand la femme de ménage va chercher sa copine. Lady down here want to talk to you. She coming. Ces deux plans, c'est la première interaction entre Hélène et des Noirs. En un seul plan, on voit qu'elles entrent dans le champ de vision d'Hélène. Le flou et le surcadrage, c'est juste des moyens de mettre l'attention sur ce qui était là depuis le début. Pour Hélène, elles étaient invisibles, alors qu'elles sont tous les jours au même endroit. C'est le même procédé de mise en scène la première fois qu'on voit la part d'Hélène, la gentrificateuse. Derrière elle, le décor est tapissé de livres, et elles sont filmées en plan rapproché. Puis la caméra prend du recul, panote, et de nouveau, on a un surcadrage. Ou pour le dire autrement, le champ qui s'ouvre sur ce qui était là depuis le début, mais qui s'est fait engloutir par le reste. On déloge les Noirs et on les remplace par des statues et des masques africains qui résument parfaitement cette ambivalence de pouvoir. Ils sont à la fois objectifiés par les Blancs et en même temps, ils sont incroyablement absents de leur monde. Et c'est la même chose pour la parole. Là où Hélène veut toujours écrire, expliquer, photographier, les Noirs, eux, ne parlent pratiquement pas. I don't know nothing. Yeah, but I don't know nothing about that. Quand j'ai commencé le film, je m'étais pas arrêtée sur cette absence et ces silences. Je me disais, ils ont peur de Candyman, donc ils fuient. Et puis j'ai compris. Ils sont pas fuyants parce qu'ils ont peur de Candyman, mais parce qu'ils ne croient pas du tout au système et ses outils à fabriquer des coupables. You know, whites don't ever come here except to cause us a problem. So you say you're doing a study? What you gonna say? That we bad? We steal? We gangbang?
We all on drugs, eh? Le fait d'être là tout en étant invisible, c'est pas être passif. C'est un moyen de sortir complètement des pièges d'une société raciste, ségrégée, de surveillance et de punition constante à laquelle plus personne parmi les dominés ne croit. They all been here, you know. Newspapers, cops, caseworkers. They all want to know. I heard her screaming. I dialed 911. Nobody came. L'absence, c'est une forme d'autonomie et d'émancipation. Le fait d'être invisible, incompréhensible et inaudible, ça évoque le marronnage, c'est-à-dire la forme de résistance la plus pratiquée par les esclaves dans la plantation, qui consistait pas à sauter à la gorge du maître pour le tuer ou pour violer sa femme, comme le racontent les récits dominants, mais à disparaître. On a l'impression, et c'est le fait de gens qui ont ton âge aujourd'hui, que réussir, c'est obtenir de la visibilité. Moi qui viens des cultures de la Caraïbe, où les questions du marronnage sont aussi des questions importantes, je pense pas que tout doit relever de la visibilité, tout doit être visible. Il faut trouver des espaces dans lesquels on peut se parler de choses qu'on n'a pas envie de montrer ou qu'il faut pas montrer. Et c'est vrai que cette dictature du visible comme régime d'existence, c'est quelque chose qui pour moi ne va pas dans la bonne direction. En tout cas, un cinéma décolonial ne sera pas un cinéma de la visibilité. Jusqu'à la fin, les personnages noirs restent dans ce registre de l'invisible. On a beau avoir passé 1h40 à leur prouver que Candyman n'existait pas, ils le tuent dans ce qui prend l'apparence d'une grande émeute. Malheureusement, Hélène meurt dans ce feu. Pas parce que les Noirs ont fait exprès de la tuer, mais parce qu'elle se sacrifie pour y sauver un bébé noir enlevé par Candyman. Pour la première fois, elle se salit vraiment les mains pour aider les Noirs, sans essayer de les rallier à sa cause pour la rationalité, les lumières, mais juste pour sauver un gosse. Elle sauve le bébé et elle meurt. À ce moment-là, la caméra ne la filme ni en travelling avant, ni bloquée en plan fixe. Cette fois, sa tombe est filmée en travelling arrière. Elle rejoint un océan de tombes, mais d'un coup, la caméra réagit à nouveau et revient sur Terre. C'est plus la caméra qui avance là où habitent les Noirs. C'est eux qui avancent vers la caméra. Les habitants de Cabrini Green arrivent en cortège à l'enterrement d'Hélène, tellement nombreux qu'ils ne rentrent même plus dans le cadre. Et sans sortir du silence, il se passe ça. En pensant libérer les Noirs de leurs croyances, Hélène a fini par devenir la victime du vrai monstre. Pas Candyman, mais le système. Après qu'elle ait capté que la vraie illusion, c'est sa foi à elle, envers la rationalité, la police, la fac, c'est la communauté noire qui finit par la libérer. En lui confiant le crochet, il la transforme en Candyman. Autrement dit, c'est précisément le mythe qu'Hélène tentait de déconstruire qui la sauve. Et guette la révolution, elle tue son mari, c'est-à-dire un homme qui incarne complètement ce système. La vérité, c'est un twist de fou, c'est paradoxal, c'est politique en même temps, c'est magique. Et surtout, ça a complètement disparu dans le remake. Absolument tout ce que j'ai analysé jusqu'ici a complètement disparu dans cette nouvelle version. Les personnages principaux, désormais, c'est Anthony et Brianna, un artiste et une galeriste afro-américains qui vivent dans un loft de Cabrini Green une fois que la gentrification a tout remplacé. Pour trouver de l'inspiration, Anthony se met à enquêter sur les anciens habitants du quartier qui ont été bouffés soit par la gentrification, soit par la police. Et il en fait des œuvres d'art. Sherman's face was beaten so badly that it was unrecognizable. Il est conscient que plus les Noirs souffrent, plus il les dessine et plus il est riche et célèbre. I'm thinking about doing something about the projects and about how white supremacy, white people. À la fin, Anthony s'en veut tellement qu'il devient lui-même Candyman. Donc, dans cette nouvelle version, Candyman, c'est les âmes de toutes les victimes du racisme, de la police, qui se régénèrent en un monstre qui ne massacre plus que des blancs. Là où le premier film exprimait ses idées avec des personnages qui n'ont pas conscience d'être des produits de la violence, comme Hélène ou Candyman, dans le film de 2021, tout est surconscientisé, surexpliqué. La gentrification, tu la sens plus comme un paradoxe, comme une menace. Sa définition Larousse est littéralement donnée en face caméra dans une discussion en champ contre champ. The city cuts off a community and waits for it to die. Then they invite developers in and say, hey, you artists, you young people, you white, preferably or only, please come to the hood, it's cheap. Genre vraiment, c'est littéral. On t'explique que la police est raciste, mais avec des flics blancs qui prouvent face caméra qu'ils sont super malhonnêtes et super méchants. Alors que le problème du racisme dans la police est beaucoup plus profond qu'une affaire de quelques individus. Very unfortunate what happened to your man in there. En bref, dans Candyman 2021, le discours remplace la mise en scène. Dans le premier film, l'absence des Noirs, c'est un geste politique pour éviter les projecteurs. Les personnages noirs n'apparaissaient que quand eux le décidaient. Dans Candyman 2021, c'est l'inverse.
Les Noirs ont totalement disparu et les seuls qui restent occupent la place du discours, du visible. La différence entre les deux films, elle culmine dans leur fin. Dans le remake, les opprimés imitent les oppresseurs. Donc ça réactive les vieux fantasmes de vengeance que les films occidentaux kiffent nous servir à la pelle. Alors que le film original imaginait des perspectives tout aussi violentes, mais cette violence ne consistait pas à imiter les dominants, mais plutôt à dire « ils ne voient rien, ils ne comprennent rien, mais nos armes sont bien pires que les leurs ». Pour revenir à ce que je disais au tout début de la vidéo sur le problème du buck, vous comprenez maintenant que cette figure, elle servait pas du tout à valider cet avatar de vengeance raciste et sexiste que les dominants fantasment et redoutent à la fois. C'était une parfaite métaphore de la façon dont ils créent des monstres pour mieux cacher la violence de leur système et désigner de faux coupables, avant en plus de s'afficher en sauveur. Mais ce qui est fort dans ce film, c'est que c'est pas juste ça, Candyman. C'est aussi un objet de foi, une stratégie d'invisible pour les victimes du système. Je crois que ce qui échappe complètement à l'algorithme du capitalisme, c'est de garder la foi quand on nous force à être rationnel, d'être invisible quand on nous ordonne d'être surveillable et disponible à l'infini. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de ce film et ce remake en particulier ? Bon, déjà parce que c'est un bête de film d'horreur, genre vraiment il est terrifiant, c'est un banger sans nom, regardez-le. Mais il n'y a pas que ça. Le destin d'un film comme Candyman nous montre comment l'industrie récupère les critiques hyper justes, hyper légitimes du public, mais juste pour le mettre dans le blender du marketing. L'antiracisme de façade, les représentations inclusives qui se font aux dépens d'une mise en scène vraiment radicale, vraiment subversive, c'est ça qui permet au système d'avoir de beaux jours devant lui. Une personne qui a très bien compris ça, c'est Jordan Peele lui-même. By the way, I would have voted for Obama for a third term if I could. Best president in my lifetime, hands down. Et c'est pour ça que sur Virage, on continuera à casser ce récit officiel en mettant en lumière les voix dissidentes du cinéma. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je lis vos commentaires et à vous abonner à la chaîne. Vous trouverez un lien pour soutenir Virage dans la description.